Derrière des murs immenses, des portes verrouillées et des barreaux d'acier se cache un monde que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Un monde de béton, de peur et d'espoir silencieux. Bienvenue dans les prisons pour femmes du Mexique. Des cellules surpeuplées. Des couloirs sombres, gangrénés par la corruption. Des histoires que le grand public n'entendra jamais. Plongez avec nous dans un monde caché. Un monde de résilience, de désespoir et d'un esprit humain qui refuse tout simplement de se briser. Numéro 1. Le souffle d'un nouveau jour. Quand les premiers rayons du soleil traversent les fenêtres barricadées, un vacarme familier s'élève dans les prisons pour femmes du Mexique. Une sirène stridente, le cri d'un gardien, et la journée commence. Dans de nombreux établissements, les détenus sont réveillés par une alarme, parfois par un simple ordre lancé sèchement. Les premières heures sont réservées à l'appel. Les gardiennes parcourent les rangées. Chaque nom est prononcé. Chaque visage est vérifié. Les cliquetis des barreaux métalliques, mêlés à la voix sévère de celle qui compte, devient le rituel matinal immuable. Ce n'est qu'ensuite que le petit déjeuner est distribué. Et ce qui est servi n'a plus grand-chose à voir avec la vie du dehors. Des haricots, du riz, des tortillas. Rarement des légumes, plus rarement encore de la viande. Dans certains établissements, même cela n'est pas garanti. Des cas de nourriture contaminée. Des pénuries récurrentes. Après le repas, un bref créneau est accordé pour l'hygiène personnelle. Mais parler de propreté serait un mensonge. Douche froide. Manque chronique d'eau. La vie privée. Un luxe que personne ne peut s'offrir. Quelques minutes à peine pour chacune. Savon, dentifrice, l'essentiel. Tout doit être apporté par la famille. Ou acheté à prix fort à la cantine de la prison. La majeure partie de la journée est consacrée au travail. Certaines prisons disposent d'ateliers. Couture. Pâtisserie. Artisanat. Une partie des recettes revient aux détenus elles-mêmes. Une somme modeste, mais qui représente bien plus qu'un simple salaire. Un sentiment d'utilité. Un moyen de garder un semblant de contrôle sur sa propre vie. Et parfois, l'unique façon d'aider financièrement sa famille restée dehors. Entre les heures de travail, quelques instants de répit. Une cour intérieure, un peu de soleil. Des conversations sur la vie d'avant ou sur la prochaine audience. Des amitiés se forment. Certaines, par affinité sincère. D'autres, par pure nécessité de survie. Puis viennent les appels téléphoniques. Les visites, rares, strictement surveillées. Et pourtant, le point culminant de la semaine pour beaucoup. Des familles parcourent de longues distances. Elles apportent de la nourriture faite maison, des vêtements, des nouvelles du foyer. Des instants remplis de joie. Et, en filigrane, une tristesse indéniable. Quand le crépuscule s'installe, l'agitation retombe peu à peu. Le dîner, tout aussi simple que le petit déjeuner. La fatigue de la journée pèse déjà lourdement sur la plupart des détenus. Le soir offre parfois un peu de télévision partagée, un livre, une prière ou une méditation collective. Puis vient l'approche de la nuit. Un nouveau comptage, un nouvel appel qui résonne. Et le retour dans sa cellule. La nuit appartient aux conversations chuchotées, aux larmes silencieuses, aux réflexions profondes. Une ampoule isolée projette de longues ombres sur les murs. Une toux. L'espace d'un gardien. Les murmures lointains d'une radio. Rien d'autre ne trouble le silence. Le sommeil, à la fois refuge et épreuve. Des lits durs, un bruit constant, le poids de leur réalité. Et pourtant, c'est dans les bras du sommeil qu'elles peuvent, l'espace de quelques heures, tout oublier. Numéro 2. Quand les murs deviennent trop étroits. Des cellules conçues pour 5 personnes. Habitées par 10, parfois davantage. Cette seule image résume l'une des crises les plus graves des prisons pour femmes du Mexique. La surpopulation. Les causes sont multiples. Une hausse des arrestations. Des détentions provisoires interminables. Un manque criant d'investissement dans les infrastructures. Le résultat, des conditions de vie qui frôlent, bien trop souvent, l'inhumain. Faute de place pour dormir. De nombreuses détenues se relaient par roulement. Des hamacs de fortune. Des matelas posées à même le sol froid et dur. L'espace est si restreint que même se changer, ou trouver un instant de solitude, devient une épreuve. L'air, dans ces cellules bondées, devient étouffant, surtout durant les mois les plus chauds, avec une ventilation quasi inexistante. L'hygiène, déjà précaire dans de nombreux établissements pénitentiaires, s'effondre sous le poids de la surpopulation. Trop peu de toilettes, trop peu de points d'eau, de longues files d'attente, des installations constamment dégradées. La nuit, il ne reste souvent qu'un simple seau dans la cellule. Conséquence directe, un risque accru de contamination et de maladie. Ajoutez à cela une collecte des déchets irrégulière. Et l'environnement devient un terrain fertile pour la propagation de maux divers. Un danger réel, là où l'assistance médicale est déjà rare.
La question de l'eau mérite une attention particulière. L'eau potable, pourtant essentielle à la boisson, à la cuisine et à l'hygiène, vient souvent à manquer. De nombreuses prisons reposent sur des réseaux de plomberie vétustes, incapables de répondre aux besoins d'une population carcérale démesurée. La situation s'aggrave lors des périodes de sécheresse ou de panne structurelle. Certaines détenues sont contraintes de rationner leur eau, privilégiant la boisson, au détriment de l'hygiène la plus élémentaire. La surpopulation met aussi à rude épreuve les cuisines, souvent incapables de nourrir correctement une population toujours plus nombreuse. Les repas, déjà maigres, deviennent encore plus insuffisants. Un risque réel de malnutrition. Même les rares espaces de détente, comme les cours ou les salles communes, sont constamment saturés, perdant ainsi toute utilité réelle. Mais la surpopulation ne frappe pas que le corps. Elle frappe aussi l'esprit. Une proximité permanente avec autrui, une intimité quasi inexistante, un terreau idéal pour le stress, l'anxiété, un sentiment d'oppression constant. Les conflits deviennent presque inévitables et s'enveniment plus vite encore, faute de tout espace pour se retirer ou apaiser les tensions. Ajoutez à cela des bâtiments souvent construits entre le début et le milieu du XXe siècle, des murs qui s'effritent, des toits qui fuient, des systèmes électriques défaillants. Les tentatives de réparation se heurtent, trop souvent, à un manque de fonds ou à des lenteurs administratives sans fin. Numéro 3. Des lois que personne n'a écrites. Derrière ces hauts murs, une société parallèle voit le jour, avec ses propres règles, ses propres hiérarchies, ses propres rapports de force. Pour beaucoup de détenus, survivre dans ce système n'est pas une option. C'est une nécessité absolue. Les réseaux criminels actifs à l'extérieur poursuivent souvent leurs activités depuis l'intérieur. Des téléphones portables introduits clandestinement. Des messages transmis par des visiteurs. Ce lien avec l'extérieur confère à certaines détenues un pouvoir considérable au sein de la hiérarchie carcérale. Ce rapport de force crée des strates bien définies. Au sommet, des femmes disposant de connexions extérieures, de ressources financières ou d'une réputation redoutée. Juste en dessous, celles qui s'allient à elles, en échange de protection et d'avantages. Et tout en bas de cette pyramide, les plus vulnérables. Souvent des nouvelles arrivantes, ou des femmes incarcérées pour des délits mineurs, non violents. Elles portent le poids le plus lourd de ce système. Extorsion, menaces, parfois la violence. La violence, elle, peut éclater pour la moindre étincelle. Indifférent autour de l'eau ou de la nourriture. Des vieilles rivalités. Toutes les détenues ne subissent pas de violence physique directe, mais la menace constante, le fait d'en être témoin, laisse des traces profondes sur le bien-être mental. Parfois, les autorités elles-mêmes aggravent la situation, sans le vouloir. L'isolement carcéral. Les regroupements de membres de gangs rivaux dans une même cellule. Autant de facteurs qui font grimper la tension. Et comme le nombre de gardiennes reste dérisoire face à la population carcérale, les conflits ne peuvent être ni anticipés, ni maîtrisés à temps. Et pourtant, dans cette dureté, des alliances se forment aussi. Protection. Accès aux ressources. Un semblant de communauté, dans un environnement profondément isolant. Des femmes originaires de la même région se retrouvent. Certaines partagent une langue, une culture. D'autres se lient autour d'une expérience commune. La maternité, la stratégie judiciaire, ou tout simplement la survie. Des relations émotionnelles et intimes naissent également entre les détenus. Dans un monde privé de liens familiaux, beaucoup de femmes cherchent proximité, réconfort, appartenance. Ces relations peuvent apporter du soutien, mais elles peuvent aussi devenir source de conflits lorsqu'elles remettent en question les hiérarchies établies ou les allégeances de gangs. Enfin, il y a l'économie interne. Nourriture, produits d'hygiène, services comme des coupes de cheveux ou la rédaction de lettres. Tout se négocie, tout s'échange. Un système qui, d'un côté, donne un sentiment de contrôle sur son environnement, et de l'autre, devient une source constante de tension et de rivalité. Numéro 4. Quand le corps commence à céder. Le système de santé, dans de nombreuses prisons pour femmes du Mexique, se caractérise par la négligence, un sous-financement chronique et une indifférence glaçante. Des traitements retardés, des médicaments introuvables. Et parfois, un mépris pur et simple pour la souffrance des détenus. Dans des cellules surpeuplées, aux conditions sanitaires déplorables, les maladies se propagent à une vitesse alarmante. Infections cutanées, affections respiratoires. On s'attendrait à une réponse médicale rapide. La réalité est tout autre. Les infrastructures médicales à l'intérieur des prisons ne sont, la plupart du temps, absolument pas préparées à de telles épidémies. Trop peu de personnel, trop peu de médicaments,
Des maladies pourtant guérissables se transforment en calvaires interminables. Les maladies chroniques, elles aussi, sont largement négligées. Diabète, hypertension, asthme, un approvisionnement irrégulier en médicaments, des contrôles médicaux trop rares. Dans les cas les plus graves, le retard ou le refus total de soins a entraîné des complications irréversibles et, tragiquement, parfois la mort. Dans un établissement réservé aux femmes, les soins gynécologiques devraient être une priorité absolue. C'est tout le contraire. Une négligence flagrante. Des cycles menstruels perturbés par le stress permanent. Des infections laissées sans traitement. Des fibromes, sans aucun suivi médical spécialisé. Les détenues enceintes affrontent des défis encore plus lourds. Un suivi prénatal réduit au strict minimum. Un accouchement qui se déroule, trop souvent, dans des conditions indignes. Et des soins postnatals, pourtant essentiels pour la mère comme pour le nouveau-né, tout aussi défaillants, avec des risques considérablement accrus. La santé mentale, elle aussi vacille. Le traumatisme de l'incarcération. La pression quotidienne de la vie carcérale. Dépression, anxiété, stress post-traumatique, autant de troubles largement répandus. Et pourtant, l'accompagnement psychiatrique reste quasi inexistant. Conseils, thérapie, ou même une simple sensibilisation à la santé mentale, tout cela fait cruellement défaut. Résultat, de nombreuses détenues souffrent en silence, sans diagnostic, sans traitement. À cela s'ajoute le problème de la toxicomanie. Même interdites, les drogues trouvent leur chemin jusqu'à l'intérieur. Pour les détenues dépendantes, c'est un double combat. Les conséquences physiques de l'addiction et les sanctions encourues en cas d'arrestation. Le sevrage, souvent violent et nécessitant une prise en charge médicale sérieuse, est traité de façon insuffisante. Quant aux programmes d'aide contre la dépendance, ils sont pratiquement inexistants, et ces différents problèmes s'aggravent mutuellement. Les victimes de violences auraient besoin, de toute urgence, d'un suivi médical et psychologique. Mais la peur des représailles les empêche souvent de demander de l'aide. Et les médicaments essentiels eux-mêmes finissent parfois échangés dans l'économie parallèle de la prison. Un cercle presque impossible à briser. Numéro 5. Une fragile lueur d'espoir. L'incarcération devrait, au-delà de la simple punition, viser avant tout la réhabilitation. Mais entre cette ambition et la réalité des prisons pour femmes du Mexique, le fossé est immense. Et pourtant, il existe des initiatives. Les programmes éducatifs, d'abord. Des cours d'alphabétisation de base jusqu'aux formations permettant de terminer une scolarité complète. Pour beaucoup de femmes, la prison devient, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'endroit où elles apprennent, pour la toute première fois de leur vie, à lire et à écrire. Un sentiment de fierté. Un espoir pour l'avenir. Certains établissements collaborent même avec des institutions extérieures pour proposer des formations professionnelles. Couture, coiffure, artisanat. Des compétences qui occupent le quotidien, mais qui ouvrent aussi de véritables perspectives une fois la peine purgée. En parallèle, des séances de thérapie psychologique et comportementale sont parfois proposées. Elles abordent les traumatismes passés, parfois liés à l'acte criminel lui-même. Elles enseignent des stratégies pour affronter le quotidien carcéral. La thérapie de groupe, en particulier, offre aux détenus un espace pour partager leur vécu et trouver du réconfort dans une souffrance commune. Des programmes de lutte contre la toxicomanie existent également. Désintoxication, accompagnement, suivi à long terme, pour prévenir les rechutes. Mais malgré ces initiatives porteuses d'espoir, les obstacles restent immenses. Le premier d'entre eux, l'argent. Éduquer, former, soigner, tout cela nécessite du personnel qualifié, du matériel, un financement constant. Et c'est précisément ce qui manque, presque partout. Même lorsqu'un programme parvient à voir le jour, les fonds pour en assurer la pérennité font souvent défaut. L'infrastructure, elle aussi, impose ses limites. Des prisons surpeuplées, trop peu d'espace pour organiser des cours ou des séances de thérapie, une atmosphère marquée par la violence et les tensions entre gangs, guerre propice à l'apprentissage ou à l'épanouissement personnel. À cela s'ajoute la stigmatisation sociale. Même avec de nouvelles compétences, même diplômé, un casier judiciaire rend la recherche d'un emploi presque impossible. Cette perspective peut, dès le départ, freiner toute envie de participer à ces programmes. L'approche elle-même manque parfois de personnalisation. Plutôt qu'un accompagnement sur mesure, un programme générique, appliqué à toutes. Plus simple à gérer, mais rarement adapté pour s'attaquer aux véritables causes du comportement criminel ou pour offrir des compétences réellement utiles à la réinsertion. Et pourtant, les réussites existent, bien réelles. Des femmes qui ont appris un nouveau métier. Des femmes qui ont vaincu leur dépendance. Autant de preuves vivantes du potentiel de ces programmes.
Mieux encore, un effet d'entraînement se met en place. Une détenue qui a appris à lire l'enseigne à une autre. Celle qui a bénéficié d'une thérapie devient, à son tour, une voix pour la santé mentale, influençant tout son entourage. Numéro 6. Le système de l'ombre. Derrière les murs fortifiés des prisons pour femmes se cache un second monde. Une économie souterraine. Un système de pouvoir, bâti sur la corruption et les pots de vin. Parallèle aux règles officielles, né à la fois du désespoir des détenus et de l'opportunisme de certains agents. Cette corruption n'est pas un phénomène isolé. Elle reflète des problèmes structurels bien plus profonds, ancrés dans l'ensemble du système judiciaire et pénitentiaire mexicain. Des établissements surpeuplés, un personnel sous-payé, des administrations chroniquement sous-financées. Un mélange qui crée un terrain idéal pour l'exploitation et les pratiques illégales. Les gardiennes et agents pénitentiaires, véritables gardiens de porte, détiennent un pouvoir immense sur le quotidien des détenus. La grande majorité exerce ces fonctions avec intégrité. Mais pour certains, l'appât d'un revenu supplémentaire par des moyens illégaux devient une tentation difficile à résister. Cela prend plusieurs formes. Des frais exigés pour accéder à des commodités de base. Des yeux détournés face à des objets introduits en fraude, en échange de pots de vin. Drogue, téléphone portable. Ils trouvent leur chemin jusqu'à l'intérieur, alimentant une économie parallèle bien rodée. Pour certaines détenues, la corruption représente à la fois une opportunité et un risque. Celles qui disposent de moyens financiers ou de relations extérieures peuvent s'acheter de meilleures conditions de détention. Une cellule plus spacieuse, une meilleure nourriture. Certaines vont même jusqu'à utiliser ce système pour poursuivre leurs activités criminelles depuis l'intérieur, en toute quasi-impunité. Mais pour toutes celles qui n'ont pas ces moyens, ce même système devient un outil d'oppression. Extorsion par d'autres détenus, parfois même par le personnel. Celles qui ne peuvent pas payer risquent menaces, violences, représailles. La hiérarchie interne, façonnée par les liens criminels, la réputation et les ressources financières, se trouve encore renforcée par la corruption. Celles qui peuvent corrompre consolident ou améliorent leur position. Celles qui ne le peuvent pas restent vulnérables. Même les véritables efforts de réhabilitation en pâtissent. Participer à un programme éducatif ou thérapeutique exige parfois, en coulisses, un pot de vin. Même le processus judiciaire n'échappe pas à cette corruption. Des cas rapportent des détenus ayant soudoyé des agents pour obtenir des rapports favorables, ou une libération conditionnelle anticipée. Les conséquences dépassent largement les murs de la prison. Les familles des détenus supportent souvent le poids financier de tout cela, luttant pour garantir la sécurité de leurs proches incarcérés. La confiance envers le système judiciaire s'érode, et les réseaux criminels, renforcés par cette corruption, étendent leur influence bien au-delà des murs, jusque dans la société tout entière. Une véritable solution exigerait des réformes profondes, de meilleurs salaires et une formation adéquate pour le personnel, des procédures administratives plus transparentes, et une protection réelle pour celles et ceux qui osent dénoncer les abus. Numéro 7. Le combat invisible. Par nature, l'incarcération exerce une pression psychologique considérable. La perte d'autonomie, la séparation d'avec les êtres chers, un environnement instable, imprévisible. Tout cela laisse des traces profondes sur l'équilibre mental. Pour les femmes emprisonnées au Mexique, ces pressions s'intensifient encore, en raison de vulnérabilité propre à leurs conditions, et de la dureté brutale du système. Le choc initial de l'incarcération marque souvent le début d'un véritable parcours émotionnel, la perte brutale de la liberté, les stigmatés d'être étiquetés criminels, l'incertitude face à l'avenir, autant d'éléments capables de provoquer désespoir, angoisse et un profond sentiment d'isolement. Pour beaucoup de femmes, un facteur particulièrement douloureux vient s'y ajouter, la séparation d'avec leurs enfants. Le stress quotidien amplifie encore ce fardeau. La surpopulation, la violence, la menace constante, sous-jacente, d'abus physiques ou sexuels. Autant de facteurs pouvant mener à un stress chronique, une vigilance permanente, voire de véritables traumatismes. Les hiérarchies internes. La nécessité constante de naviguer des relations interpersonnelles complexes. L'absence totale d'espace personnel. Pour certaines détenues, cela se traduit par un état de tension intérieure quasi permanent. Chez d'autres, l'expérience carcérale ravive de vieux traumatismes longtemps enfouis. Des abus ou des négligences vécues durant l'enfance. Dans un environnement sans véritable échappatoire, ces blessures anciennes peuvent ressurgir brutalement. Et les mécanismes disponibles pour y faire face restent, eux, terriblement limités. Pour certaines, la consommation de drogue devient une fuite illusoire, avec son lot de conséquences physiques et mentales supplémentaires. L'automutilation ou les pensées suicidaires
expression extrême d'un désespoir profond, ne sont malheureusement pas rares. Et malgré ce besoin évident et urgent de soutien psychologique, les services disponibles restent, dans l'immense majorité des cas, terriblement insuffisants. Le suivi psychologique, quand il existe, se limite souvent à de rares visites d'une conseillère. Précieuse, certes, mais bien loin de répondre à l'ampleur réelle des besoins. À cela s'ajoute la stigmatisation persistante entourant la santé mentale, à l'intérieur comme à l'extérieur des murs. Elle dissuade de nombreuses femmes de chercher de l'aide, même lorsqu'elle est disponible. Dans bien des cas, le système ne réagit que trop tard. Ce n'est souvent que lorsqu'une détenue présente des symptômes graves ou représente un danger pour elle-même ou pour autrui qu'une intervention est enfin envisagée. D'innombrables femmes, qui ne sont pas en crise immédiate, mais auraient pourtant grand besoin de soutien, passent ainsi entre les mailles du filet. Un autre problème majeur, la formation du personnel. De nombreuses gardiennes et agents ne sont tout simplement pas formés pour reconnaître ou gérer une détresse psychologique. La souffrance mentale se retrouve alors, trop souvent, mal interprétée, assimilée à de la défiance ou à un mauvais comportement. Une réponse punitive, dans ces cas-là, ne fait qu'aggraver la détresse de la détenue. Et pourtant, malgré ce tableau sombre, des lueurs d'espoir subsistent. Des organisations de terrain et des ONG interviennent régulièrement. Elles proposent des séances de thérapie, des groupes de parole, des ateliers. Le soutien mutuel entre détenus, lui aussi, joue un rôle essentiel. Celles qui ont vécu des épreuves similaires offrent souvent une oreille attentive, des conseils ou simplement une présence solidaire. Des réseaux de soutien informels, nés d'une adversité partagée, deviennent pour beaucoup de véritables bouées de sauvetage. Si ce voyage au cœur d'un monde caché vous a ouvert les yeux sur la fragilité de la frontière entre l'ordre et le chaos, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de connaître la vérité derrière ces murs.